Bonjour, bienvenue. Il est urbaniste et a écrit de nombreux livres sur l'architecture. Le dernier en date, Architecture en Bretagne au XXe siècle. Daniel Lequedic est notre invité aujourd'hui. Il résume un siècle de construction juste après le point sur l'actualité de ce mercredi 20 juin dans le Finistère. Des hydroliennes dans le rail d'Ouessant. Le projet est en bonne voie pour se concrétiser d'ici 2016. C'est officiel, GDF Suez et la société quimpéroise d'hydroliennes Sabella s'associent pour poursuivre les tests sur le site du Fromver au large d'Ouessant. Plus de précisions avec Jean-François Davio, PDG de Sabella. C'est une très bonne chose pour Sabella d'avoir un énergéticien qui a étudié de longue date d'ailleurs cette technologie, l'a regardé un petit peu sous toutes les coutures, la trouve prometteuse et quelque part s'engage à l'utiliser à terme. Alors bien évidemment, pour peu que notre démonstration, on a une démonstration à faire avec une machine pré-industrielle dans le Fromver l'année prochaine. Pour peu que cette démonstration soit réussie, hein, bien évidemment. Alors le potentiel du passage du Fromver se chiffre entre 300 à 400 MW de puissance installable. Ça veut dire, je sais pas, de l'ordre de 150 à 200 machines, quoi. En général, on raisonne sur des foisonnements de 1 kW par foyer, hein, donc 200 000 foyers. Politique, à présent, les socialistes finistériens ont le vent en poupe. Ce mercredi, Bernard Poignant, maire de Quimper, a été nommé chargé de mission auprès du chef de l'État. Le sénateur finistérien François Marc a quant à lui été nommé hier au poste de rapporteur de la commission finances du Palais du Luxembourg. Quant à Marie-Lise Lebranchu, députée de Morlaix, ministre de la décentralisation, elle est sollicitée pour la présidence de l'Assemblée nationale. De son côté, l'UMP part à la conquête des territoires perdus. Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, sera à Châteaulin le 30 juin prochain. Il vient participer au rassemblement départemental de l'UMP. La fête débute dès ce week-end à Brest. Samedi, le tramway est officiellement inauguré. À cette occasion, plusieurs centaines de personnes ont appris la danse du tram. Le principe, être vêtu de blanc et enchaîner quelques pas de danse. Apprenez vous aussi la chorégraphie avec Erwan Lousseau. La danse du tram, c'est l'enchaînement d'une dizaine de mouvements comme celui-ci pendant 3 minutes. Alors, en attendant d'accueillir le tramway brestois en dansant et tout en blanc, ils étaient plus de 200 samedi au Fourneau à s'être déplacés pour la grande répétition. Les gens ont travaillé avant sur Internet, et puis là on va attaquer directement pour voir qui a suivi, et puis après on va décomposer la chorégraphie. Chaque mouvement correspond à une station du tramway, à commencer par Château. 1, 2, 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8. Voilà, on arrive à une tour, voilà. Donc pour moi c'était Château. Après il y a eu Saint-Exupéry qui est les Lys. Au moment où on arrive ici, on fait les Lys. Pontanezen qui fut à une époque un peu plus dure. Bon, du coup on a enchaîné sur une espèce de jeu de jambes, des pieds un peu plus frappés. On est parti sur Polygone, donc qui est vraiment très marqué. À première vue, rien de bien sorcier, sauf que lorsqu'on n'est pas un professionnel de la danse, on a vite fait de s'en mêler le pinceau. J'ai d'abord suivi la version pédagogique et après je me suis lancée sur la version danse et là ça c'est un petit peu compliqué. Allez, courage, il vous reste encore quelques jours pour l'apprendre par cœur et si ça vous tente, rendez-vous à 22h32 en bas de la rue de Siam, samedi prochain, tout de blanc vêtu. TBO accompagne l'inauguration du tram avec dès ce soir l'émission L'Invité. Hubert Coudurier reçoit la brestoise Laurie Tillman, Miss France 2011. Et jeudi, retrouvez Erwan pour une complète spéciale tram. A noter également que le Télégramme sera un supplément entièrement consacré au tram ce jeudi. Et place à notre invité, Daniel Lequedic. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes urbaniste et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'architecture en Bretagne. Le dernier
dernière en date, voilà, Architecture en Bretagne au XXe siècle, que vous avez rédigé avec Philippe Bonnet. Alors vous parlez d'architecture au pluriel. Combien de styles architecturaux sont recensés dans ce livre et sont recensés au XXe siècle en Bretagne? Alors bien évidemment, on ne les a pas comptés et ce serait déraisonnable de le faire, je pense, mais la Bretagne a cette caractéristique, c'est bien sûr d'avoir été une terre d'accueil pour les grandes expressions architecturales et notamment stylistiques qu'ont pu connaître les différentes régions françaises et l'Europe en général, mais la particularité de la Bretagne, c'est l'acculturation auquel elle les a soumis, c'est le fait que, eh bien, à partir de ces grands éléments génériques, s'est construite véritablement une architecture bretonne qui fait que la Bretagne, en dépit de ces changements extraordinaires que le XXe lui a fait subir, eh bien, a conservé sa personnalité alors qu'elle aurait pu être noyée dans une sorte de mondialisation urbanistique et architecturale. Alors comment on peut la définir, cette personnalité architecturale bretonne? Alors, je pense qu'un des éléments majeurs, c'est que l'architecture a été au cœur du débat de société et même du débat politique en Bretagne, ce qui n'a pas été le cas dans beaucoup de régions. Par exemple, dans l'entre-deux-guerres, où deux grandes familles d'édifices se sont partagées les passions, le régionalisme d'une part, une architecture qui prétendait être en continuité avec les architectures paysannes, les architectures du passé, et une architecture qui, elle, appelait la mondialisation, se baptisait elle-même style international. Eh bien, en Bretagne, on a vu ce paradoxe que, par exemple, les leaders de l'autonomisme breton étaient partisans de cette architecture internationale, refusant la folklorisation de la Bretagne. Donc dans l'entre-deux-guerres, on a à peu près 2000 articles qui parlent d'architecture en Bretagne, et c'est sans doute parce que l'architecture a été au cœur des débats, des passions, et bien qu'elle a pu gagner ici une personnalité et ne pas se fondre dans une sorte d'indifférence. Donc une personnalité bretonne, mais tout de même différents styles. Est-ce que ces différents styles peuvent s'expliquer uniquement par l'histoire ou il y a d'autres raisons ? Alors, par l'histoire, il faudrait dire les histoires. Nous avons parlé des architectures, il faudrait dire les histoires, la grande histoire, l'histoire englobante, bien sûr, qui fait qu'un certain nombre de frontières craquent pendant ce XXe siècle et que cette mondialisation qu'on évoquait se met petit à petit en place et que la circulation des idées est toute différente, mais aussi une histoire du logement, une histoire de l'accession de certaines catégories sociales à un statut qui n'était pas le leur, l'histoire des techniques. Bon, tout cela, effectivement, touche l'architecture et ces histoires ont connu des rythmes évidemment différents, quelquefois synchrones, et là encore des paradoxes. La Bretagne, la terre du passé, comme l'on disait, sera considérée, un article le dit au début du XXe siècle, comme la Mecque du béton armé. On n'aurait pas attendu effectivement la Bretagne à la pointe de certaines techniques nouvelles, elle l'a été. Ça a fait polémique d'ailleurs à un moment, ce style. Alors, il y a eu des polémiques qui ont été de plusieurs sortes. Et là, nous restons dans l'entre-deux-guerres encore une seconde. Il y a eu des polémiques tout simplement sur l'opportunité d'importer en Bretagne des styles qui apparaissaient comme d'origine lointaine. Mais il y a eu aussi des polémiques détestables à l'approche de la guerre et pendant la guerre, où on a accusé, par exemple, l'architecture moderne d'être bolchevique, d'être juive et de porter donc des valeurs anti-bretonnes ou anti-françaises. Encore une fois, l'architecture peut susciter des passions. La Bretagne a inspiré également de grands maîtres d'œuvre. On peut citer notamment Le Corbusier. Est-ce que cette architecture moderne s'est bien intégrée dans le paysage ? Alors, Le Corbusier est venu à plusieurs reprises en Bretagne. Il n'y a construit qu'une seule fois et a conçu deux projets en réalité. Il a construit une des unités de dimension conforme, ce qu'on appelle les cités radieuses dans le langage courant, à Rezé, près de Nantes, dans un contexte tout à fait passionnant d'ailleurs, parce qu'il y avait une volonté aussi de créer un système coopératif au sein de l'habitat, qui fait que c'est une aventure sociale et pas seulement une aventure architecturale. Il a fait un projet pour Roscoff en 1939, auquel la guerre a mis un terme, bien sûr. Et puis, il a écrit à plusieurs reprises sur la Bretagne. Et puis, enfin, il y avait un ami très cher, qui était Joseph Savina, puisque toute l'œuvre sculptée de Le Corbusier est signée mystérieusement pour beaucoup JSLC, Joseph Savina Le Corbusier. Savina était un sculpteur de Tréguier qui n'a jamais quitté le Trégor. Finalement, qu'avez-vous cherché à démontrer à travers cet ouvrage ? Alors, chercher à démontrer. Alors, d'une part, nous avons cherché à montrer avant de démontrer. L'architecture, c'est un paradoxe. Nous vivons tous au milieu des édifices et pourtant, nous savons
rarement les voir et encore moins les apprécier. Nous n'avons généralement pas de vocabulaire non plus pour en discuter. Donc première chose, cet ouvrage veut montrer. Et ensuite, effectivement, vous avez raison, il veut démontrer que la Bretagne a été une terre d'architecture, que nous avons dans tous les domaines, y compris dans ceux dont on disait qu'elle avait été tenue en marge ou même qu'elle en avait été sevrée. Je pense par exemple à l'Art Nouveau, où Philippe Bonnet montre effectivement que la Bretagne a eu des édifices de grande valeur dans ce registre. Donc montrer ce foisonnement, cette diversité, cette capacité d'accueillir aussi des architectes étrangers à la Bretagne, mais d'en produire également. Je pense à quelqu'un comme Le Flanchec, par exemple. Nous avons des architectes de très haut niveau qui n'ont jamais quitté la Bretagne, qui ne se sont pas sentis ici enfermés et qui n'ont pas produit des œuvres de second rang. La Bretagne est une terre d'architecture, elle a été tout au long du XXe siècle. Architecture en Bretagne au XXe siècle, c'est le titre de votre dernier ouvrage que vous avez écrit avec Philippe Bonnet. Merci beaucoup Daniel Lecodic d'être venu parler. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.